Bonsoir. Alors, quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50% de la population en 2015 vit en ville, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'une personne sur 6 vit dans un bidonville. En 2050, ça sera 75% de la population mondiale qui sera urbaine, et on pense que 40% de la croissance se fera dans les quartiers précaires. Juste un exemple pour vous donner une idée des défis incroyables dont on ne prend parfois pas la mesure. Au Bangladesh, à Dhaka, où on travaille, tous les jours, je dis bien tous les jours, vous avez 2000 nouvelles familles qui arrivent de l'exode rural, qui viennent squatter les trottoirs et ce qui reste de terrain vague. Et en fait, il faut se rendre compte que dans un bidonville, l'eau est un enjeu immense. L'eau, c'est 25% du budget d'une famille dans un bidonville urbain. Imaginez qu'on vous demande tous les mois de payer 400 € pour votre facture d'eau, une eau qu'il faudrait aller chercher au bout de votre rue, une eau qui serait en bidon, dans des bidons plus ou moins contaminés, qu'il faut acheter à des revendeurs illégaux. C'est pour vous donner une idée de ce que cela représente. Alors les opérateurs officiels, eux, qu'ils soient publics ou privés, sont complètement débordés, ne savent pas suivre cette croissance et ne savent surtout pas adapter leur méthode de gestion au mode de vie des personnes qui vivent dans les bidonvilles. Les pertes d'eau sont considérables. À peu près 80% de la ressource qui est produite se perd, en particulier à cause des piratages illégaux, parce que l'eau est une denrée rare que l'on vole. Et on a du mal à l'imaginer en France. Alors les problèmes de pression et de mauvais dimensionnement des réseaux entraînent des contaminations, puisque les tuyaux traînent dans les canaux, etc. Et du coup, on peut dire que pour une fois, riches et pauvres sont unis dans un même partage, celui des amibes et des coliformes. Alors depuis 30 ans, la solution la plus répandue, c'est la borne fontaine, gérée de manière communautaire. Qu'est-ce que c'est qu'une borne fontaine ? C'est un point d'eau en bordure de bidonville dans lequel les gens vont venir le matin faire la queue, en particulier les femmes. C'est souvent les femmes qui font ça. Et on s'aperçoit que en fait, la borne fontaine ne résout pas les problèmes. Elle ne résout pas le problème du stockage de l'eau. Gros problème de l'eau qui doit être stockée dans des bidons le plus souvent impropres. 2, le temps perdu. Troisièmement, c'est des bornes fontaines gérées de manière communautaire, comme on dit, mais c'est souvent, on s'aperçoit que quand les ONG sont plus là, ça pose des problèmes et qu'il y a des conflits d'intérêts. Et que, par exemple, celui qui doit s'occuper de la maintenance ou de payer la facture, il la paye de moins en moins. Et que, du coup, faute de volonté politique et de modèles adaptés, ce sont les caïds, les musclemen, comme on appelle ça au Bangladesh, qui viennent et qui reprennent le contrôle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un bidonville, et ce n'est pas annexe, vous avez des spaghettis de fil électrique, vous avez des maisons en tôle, les gens sont extrêmement serrés, vous avez des grands enjeux fonciers, et donc vous avez tous les ingrédients pour que ça brûle, et que ça brûle très souvent. Et ce n'est pas un enjeu annexe, c'est vraiment quelque chose qui pèse profondément dans le subconscient collectif des personnes qui vivent sur ces zones-là. Et on a pu nous-mêmes le vivre en direct quand, sur la première zone pilote qu'on a démarrée à Manille, en 3 heures, 900 familles se sont retrouvées dans un gymnase ou dans 2 gymnases parce que le bidonville avait brûlé en 3 heures. En 3 heures. Voilà. Quant aux questions d'hygiène, de toilettes, de gestion des déchets et d'assainissement, la situation est souvent critique. Pas de gestion régulière des déchets, pas d'assainissement cohérent, pas de toilettes publiques, et donc la situation sanitaire est souvent assez critique. Et ça touche, encore une fois, des millions de gens. Voilà. Donc moi, je m'appelle Philippe Derouge et j'ai 41 ans, et j'ai eu la chance de vivre plusieurs vies professionnelles. J'ai travaillé d'abord 3 ans avec mon épouse donc aux Philippines dans un programme de microcrédit en milieu urbain. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans pour une grosse entreprise pétrolière américaine à gérer des stations-service pour lesquelles les questions de lutte anti-incendie n'étaient pas annexes. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans, j'étais patron d'une entreprise de plomberie en région parisienne qui était une entreprise d'insertion qui réinsérait des personnes par la plomberie. Et donc, cette espèce de puzzle improbable d'expérience m'a permis un jour de rêver qu'il serait peut-être possible de créer une offre d'adduction d'eau qui soit adaptée pour les quartiers précaires et les personnes les plus démunies. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai eu aussi la chance, parce qu'on ne peut pas faire ce travail social sans connaître intimement et profondément les gens, d'arpenter à moto les bidonvilles pendant plusieurs années, en particulier avec mon épouse. Et c'est là aussi que j'ai croisé le chemin de Valérie Dumont, qui n'a malheureusement pas pu venir ce soir, mais avec qui on a co-créé cette entreprise et avec qui je partage vraiment ce fellowship.
Et donc Valérie, elle vient, on est hyper complémentaires, elle vient de la finance, elle a travaillé dans des collectivités où elle a géré des budgets sociaux, et elle a travaillé comme co-directrice d'Entrepreneurs du Monde, qui est aussi qui aide des entrepreneurs dans les bidonvilles en particulier à trouver du financement. Voilà, donc OEVI, c'est quoi? OEVI, eh ben, c'est en fait un truc très particulier, c'est-à-dire qu'on s'est dit on va monter une entreprise qui va avoir pour objet d'investir dans des quartiers urbains précaires, là où personne n'oserait s'y risquer. Et donc on a fait un pari fou. En 2008, on s'est dit on va mettre de l'eau dans chaque bicoque, dans chaque maison d'un bidonville. Et ce pari fou, on s'est dit on va le faire parce que on va investir dans des réseaux qui vont aller jusque chez les gens. Alors, c'est quoi le secret, hein? Le secret, c'est justement ce savoir-faire au croisement de la plomberie, du microcrédit et de la mobilisation communautaire. Parce qu'on ne fait pas un projet comme ça en arrivant dans une zone comme ça sans mobiliser les personnes. Et ce qui fait vraiment notre ADN, c'est que les bénéficiaires, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que vous demandez à une personne d'un bidonville de payer tous les mois une facture à 2 km de chez lui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, surtout si le collecteur ne vient pas du bidonville dans lequel les gens habitent. Okay ? En revanche, si vous formez des gens du bidonville à être collecteurs et à passer tous les jours et toutes les semaines chez les gens pour lire des compteurs et relever les factures et en plus en profiter pour faire passer tout un tas de messages, là, ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous avons formé des plombiers, des collecteurs, des opérateurs de saisie, tout un modèle d'entreprise qui fonctionne et qui est spécialement adapté à nos clients qui sont des habitants du bidonville. Une autre innovation très importante est qu'en parallèle de l'entreprise sociale, nous avons créé une ONG puisque la porte d'entrée de l'eau est une porte d'entrée très puissante qui permet de développer tout un tas de services associés. Qu'est-ce qu'on fait avec cette ONG en parallèle ? Eh bien, nous faisons de l'accès à l'hygiène. Et par exemple, le lavage des mains, c'est une activité essentielle puisqu'on sait que les contaminations viennent pour un tiers des problèmes d'assainissement, un tiers des problèmes d'eau et un tiers du problème des lavages des mains. Et par exemple, au Bangladesh, un enfant bangladais apprendra qu'une défécation en plein air est bien plus dangereuse que le très redoutable tigre du Bengale. Nous allons aussi faire comme formation le fait que nous allons créer des brigades anti-incendie. Nous faisons rentrer de l'eau au cœur du bidonville, là où les pompiers ne peuvent pas aller. Et donc, on peut mettre des bornes anti-incendie, former des équipes à l'intérieur du bidonville pour agir au plus vite et avec des inventions assez marquantes, comme celle d'un kimono inifugé que peuvent enfiler les femmes, en particulier au Bangladesh, qui portent des saris particulièrement inflammables. Et donc, on a traité plusieurs feux avec succès. Troisième chose, nous développons des toilettes publiques. Il faut savoir que les toilettes, c'est quelque chose d'extrêmement structurant dans une journée. Je pense que vous vous en rendez tous compte. Et que quand on n'en a pas, c'est assez problématique. Et il se trouve que dans les bidonvilles, c'est une énorme question. Énorme question. Et je vous donne un exemple aux Philippines, où on a démarré notre premier pilote. Le précédent bâtiment était à l'abandon. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a un an, une femme, parce qu'il n'y avait pas d'éclairage, une femme y avait été violée puis assassinée. Et du coup, depuis ce temps-là, plus personne ne l'utilisait. Et donc, nous avons développé un pilote de toilettes publiques géré comme un business qui permet vraiment aux gens d'avoir un lieu où qu'ils peuvent utiliser tous les jours. Enfin, nous avons fait des programmes de collecte des déchets à domicile extrêmement innovants qui nous permettent, en parallèle de l'eau, de collecter chez les gens de manière séparative et les former pour que les drains ne soient pas obstrués par tout un tas de déchets. Voilà, je vais finir rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les plus pauvres, il faut beaucoup de patience. Les choses ne se décrètent pas, ça prend du temps. Nous, on a démarré en 2008, donc il a fallu user de beaucoup de patience, hein, de la patience à la fois avec les personnes, parce qu'elles étaient souvent déçues par des programmes qui ne fonctionnaient pas. Il a fallu être très patient avec les opérateurs d'eau pour leur faire confiance et qu'ils nous fassent confiance parce qu'on était des clients solvables et qu'on réussirait là où ils n'avaient pas réussi. Très patient avec les autorités publiques aussi, pour qui, en fait, l'eau chez les plus pauvres n'est pas du tout la priorité.
Voilà, et donc nos perspectives, eau et vie, c'est actuellement 5 personnes en France, 50 personnes à l'étranger, c'est 17 personnes qui viennent des bidonvilles, c'est 260 personnes pour les brigades incendie, c'est 300 personnes qui sont clients de nos services de collecte à domicile, et c'est 20 000 bénéficiaires qui, tous les jours, boivent de l'eau chez nous, et dans 3 ans, nous espérons qu'ils seront 80 000, et pour ça, on a besoin de lever du capital, on a besoin de subventions, et donc je vous retrouve avec grand plaisir au cocktail après pour tous ceux qui voudront en discuter.